Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette seconde session du webinaire organisé par l'ADEME, par la T2E et par France Hydrogène. Ces webinaires sont consacrés à la stratégie nationale hydrogène et aux appels d'offres associés, briques technologiques et démonstrateurs hydrogène et écosystèmes territoriaux hydrogène qui sont opérés à la fois par l'ADEME et par le programme d'investissement d'avenir. Une troisième session de ce webinaire sera organisée le mardi 27 octobre sur le même format, avec le même contenu. Il n'y a que les questions-réponses qui changeront de 9h à 10h. Il reste encore des places, donc vous pouvez encore vous inscrire. Pour ma part, je suis David Lenoc, je suis délégué général du club Power to Gas de l'AT2E. Avant de rentrer en détail de ces appels à projets, on voulait vous rappeler les trois priorités de cette stratégie nationale hydrogène. Le premier autour de l'industrie, et notamment de la décarbonation du marché industriel. On va chercher une filière industrielle et française d'électrolyse, en ciblant à court terme les industriels qui consomment dès aujourd'hui de l'hydrogène, bien que carboné. Également, deuxième priorité autour de la mobilité lourde, avec le développement de cette mobilité à l'hydrogène décarboné à travers le soutien à l'offre et également le soutien à des projets territoriaux d'envergure en incitant à mutualiser les différents usages. C'est d'ailleurs l'objet du second appel à projet écosystèmes territoriaux qui sera développé ce matin. Et enfin, troisième priorité donnée à la recherche, à l'innovation et au développement des compétences dans le but de favoriser les nouveaux usages, les usages de demain. Avant de laisser la parole à Christelle Verquin de France Hydrogène pour un mot également d'introduction, je voudrais vous rappeler quelques règles pour ce webinaire. Tout d'abord, merci de bien couper vos micros et vos caméras pour tous ceux qui n'interviennent pas. Vous pouvez, vous l'avez sans doute déjà remarqué, poser vos questions sur le fil de discussion à droite de votre écran. Avec Christelle Verquin, nous relayerons aux intervenants de l'ADEME vos questions. Nous avons prévu à peu près une dizaine de minutes pour chaque appel à projet pour répondre aux questions que vous vous posez et que vous nous poserez. Pour les questions qui n'auront pas reçu de réponse ici, on proposera et on laissera la possibilité à l'ADEME de répondre à l'écrit et nous publierons l'ensemble des questions-réponses à toutes ces questions et nous publierons bien sûr également les supports de ces présentations et le lien de cette vidéo, car cette session, je le disais, est enregistrée. Pour tous les participants aujourd'hui, vous recevrez un mail avec bien sûr tous ces éléments normalement dans la journée. D'ores et déjà, je souhaite remercier les intervenants de l'ADEME, Clément Ackermann, chef de projet à la direction entreprise et transition industrielle et programme d'investissement d'avenir à l'ADEME, qui nous présentera le premier appel à projet briques technologiques et démonstrateurs. Et merci également à Luc Bodino, coordonnateur du programme hydrogène, également à l'ADEME, qui présentera l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Merci d'avance à tous les deux. Christelle, je te donne la parole. Merci David, bonjour à tous. Merci également Luc et Clément pour la présentation que vous allez nous faire. Je vais pas être longue, simplement pour, effectivement, comme tu l'as dit David, rappeler que ces deux appels à projets s'intègrent dans un plan hydrogène global qui permet de concevoir un soutien à la filière hydrogène vraiment de l'amont à l'aval avec différents guichets, différents systèmes et différents dispositifs de soutien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour la filière hydrogène. Et dans ce contexte-là, ce qui va vraiment être important, c'est d'envisager la massification et la coordination. Il va falloir autant que possible massifier les moyens de production, identifier les usages et assurer la bonne articulation d'écosystèmes structurants. Ça, c'est une des ambitions. Et également de structurer et étoffer toute une chaîne de valeur de l'hydrogène. Voilà, donc je pense que la balle est dans le camp des acteurs de la filière et nous sommes à France Hydrogène, mais également à la T2E et à l'ADEME, bien entendu, à votre disposition pour accompagner ces démarches-là. Juste un mot pour
pour dire que côté France Hydrogène, donc on crée des délégations régionales, voilà, qui vont permettre aux acteurs de se rencontrer et de mutualiser un petit peu leurs projets et de travailler ensemble dans le cadre d'écosystèmes territoriaux. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci à vous deux, Clément et Luc, et je laisse tout de suite la parole à Clément. Bonjour à tous, merci Christelle. Alors c'est pas Clément qui parle, c'est Luc Bodino de l'ADEME. Merci. On voulait remercier la T2E et France Hydrogène pour l'organisation de ce webinaire, enfin de ce cycle de webinaires qui permettent de faire connaître, de diffuser l'ouverture des appels à projets, effectivement, que l'ADEME a lancé la semaine dernière, donc à partir du 14 octobre sur l'hydrogène. Je vais donc partager maintenant mon écran. Voilà. Alors, qui sera le support de notre intervention avec Clément. Donc, avant que justement Clément prenne la parole et vous présente le premier appel à projet, comment ces appels à projets s'inscrivent dans la stratégie nationale hydrogène. Donc, le 8 septembre, donc l'État a publié une stratégie nationale permettant de développer l'hydrogène sur une période longue de 2020 à 2030. Dans cette stratégie, l'État entend notamment déployer un certain nombre de mécanismes dès 2020 sur la période 2020-2023 de manière à impulser la dynamique. Il y a différents outils qui vous sont rappelés sur la... Pardon, il y a de l'écho. Si vous voulez bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc le slide suivant vous présente donc l'ensemble de ces mécanismes qui sont présents au sein de la... Ah, excusez-moi, je vais devoir arrêter. Si vous voulez bien fermer vos micros. C'est bon, merci. Donc, vous avez une vue de l'ensemble des mécanismes qui sont inscrits dans la stratégie nationale hydrogène sur la période 2020-2023. Donc, différents mécanismes qui doivent permettre d'accompagner le sujet de l'hydrogène à la fois dans le champ de l'innovation pour continuer à développer l'offre d'équipements, améliorer les... Ah, vous ne voyez pas les slides, me dit-on. Alors, je vais recommencer. C'est en cours. Je recommence. Est-ce que désormais vous voyez la présentation? Encore. Vous ne l'avez pas. Non. Est-ce que par hasard Clément également a la présentation? Oui, alors je l'ai récupéré. Bougez pas. Alors attendez. Ah, a priori, Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ouais, C'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Donc, comme je vous le disais, la stratégie donc indique différents mécanismes qui doivent permettre d'aider la filière hydrogène à la fois sur l'innovation, donc c'est le haut du
du tableau, et puis et le déploiement de l'hydrogène sur certains usages. Vous avez donc les deux appels à projets qui sont lancés par l'ADEME, qui s'inscrivent sur ces champs. Deux appels à projets donc qui donnent de la visibilité dès aujourd'hui jusqu'à 2023 avec des montants conséquents, voilà, qui sont complémentaires des autres mécanismes voilà, prévus par la stratégie, notamment le soutien à la recherche, l'IPCEI qui doit permettre d'industrialiser, d'aider à la filière industrielle d'investir, et puis également des mécanismes plus aval, et c'est notamment le bas du tableau avec ce qui apparaît en pointillé, l'exemption de TIRIB et les mécanismes de soutien à l'hydrogène décarboné qui seront mis en place à partir de 2022-2023 pour soutenir la production massive d'hydrogène par électrolyse. Et donc désormais je laisse la place à Clément qui va nous présenter le premier appel à projet PIA ADEME briques technologiques et démonstrateur hydrogène. Oui, merci Luc et merci à tous d'être présents et connectés de si bonne heure pour la présentation de cette AAP. Donc en préambule, on vous a mis les liens vers la plateforme de dépôt de vos projets, la plateforme Agir, donc en bas, et également parce que je sais qu'il y a souvent des questions, beaucoup de questions post-présentation, le mail vers la boîte mail de l'AAP briques technologiques et démonstrateur hydrogène. Slide suivante, si tu veux bien, Luc, pardon. Donc du coup, on va commencer par le premier appel à projet qui est plutôt un appel à projet donc d'innovation, donc plutôt amont, qui a pour objectif, deux objectifs, qui est d'une part de développer ou d'améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d'hydrogène et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d'énergie pour la première partie de l'AAP. Et dans son volet, on va dire démonstrateur, un AAP qui va soutenir également des projets de démonstrateurs de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de se structurer. Donc comme je disais, c'est un appel à projet qui est plutôt amont, donc dans lequel il y a encore des projets, enfin avec des risques techniques, avec une incertitude technique qui peuvent y être déposées. Donc on recherchera dans ces projets vraiment donc plusieurs choses. Premièrement, une part d'innovation dans les différents projets qui nous seront déposés. Innovation aussi bien de nature technologique, économique, organisationnelle que systémique, au regard d'un état de l'art qui devra justement être démontré et explicité dans le projet. Donc des caractérisations de verrous à lever durant le projet, et du coup un niveau de maturité de ces projets qui sera qui commencera dès le TRL 4-5 et qui pourra atteindre fin de projet des TRL de 8 à 9. On cherche également conjointement différents impacts sur différents bénéfices plutôt sur ces projets, d'une part des bénéfices sociaux et des bénéfices de filière avec la création d'emplois nouvellement créés ou maintenus. La structuration d'une filière française, comment est-ce que votre projet peut avoir un effet structurant sur une filière, peut avoir des synergies entre même d'autres projets ou d'autres technos. Et on cherchera également des projets qui ont des retombées territoriales en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi. Encore une fois, l'idée, vous êtes sur des aides d'État françaises en l'occurrence. Voilà, les impacts qui sont cherchés sera vraiment sur les impacts sur le territoire, et on n'est pas forcément là pour trop aider des entreprises étrangères. En termes de bénéfices également, on attend également des bénéfices environnementaux, alors aussi bien en termes de réduction de CO2 que d'économie matière ou énergie, voire d'éco-conception sur les différents projets qui sont présentés. On attend également des bénéfices économiques avec un chiffre d'affaires visé à 5 ans post-projet qu'il va falloir nous présenter et nous détailler les différentes hypothèses. On attend des projets qui visent une demande marché qui soit réplicable et qui, on va dire, soit capable, on va dire, enfin, avec des entreprises qui soient capables post-projet de se différencier par rapport à des solutions concurrentes ou à la concurrence nationale même ou internationale. Donc c'est vraiment des aspects qui vont être instruits de façon très importante dans ce projet. Concernant les différents axes de l'AAP, donc on a 4 axes différents. Donc un premier axe composants et systèmes innovants.
qui a vraiment pour but, pour le coup, de financer des projets qui ont des innovations sur les composants, les systèmes ou les maillons d'une chaîne. On retrouve ici les cibles, c'est la production d'hydrogène, le conditionnement, le transport et la distribution de l'hydrogène. Ça peut être des composants sur des piles à combustible, sur des systèmes de combustion directe ou favorisant ou utilisant des mélanges hydrogène pur ou hydrogène gaz. Et on considère également les auxiliaires liés à l'environnement, l'usage de l'hydrogène. Il y a Karim aussi qui est arrivé, je crois. Et vous pourrez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, un deuxième axe qui est l'axe pilote et première commerciale innovant, industrie et réseau et fourniture temporaire. Donc, qui a pour but vraiment de financer des projets de pilote ou de première commerciale, validant dans un environnement d'exploitation des solutions liées aux nouveaux usages industriels de l'hydrogène, permettant la décarbonation des industries, des projets de power to gaz ou d'injection hydrogène ou méthane de synthèse dans les infrastructures gazières, mais également la fourniture d'électricité décentralisée, par exemple typiquement des gensets. Un troisième axe qui est l'axe conception et démonstration de nouveaux véhicules avec pour le coup des projets d'innovation sur vraiment les véhicules. Ça peut être aussi bien réservoir, pile à combustible ou système de transmission. L'intégration de ces systèmes également sur les nouveaux véhicules. Donc on peut avoir des lignes pilotes par exemple. La démonstration de nouveaux véhicules électriques hydrogène innovants. Et là-dedans sont ciblés vraiment tout type de véhicules. Ça peut être aussi bien les poids lourds terrestres, bus, autocars, camions, bennes, semi-remorques, les véhicules utilitaires, tout ce qui est la mobilité marine et fluviale, le matériel roulant ferroviaire, tout type, enfin là je précise parce que j'ai eu la question, mais tout type de matériel roulant, ça peut être du petit ou du grand ferroviaire, les véhicules off-road. Et enfin, le dernier axe, grand démonstrateur d'électrolyse, qui est donc du coup un axe plutôt dédié à l'apport d'aide en CAPEX pour des projets de démonstrateurs d'électrolyse de grande envergure. Donc quand on dit grande envergure, c'est vraiment des puissances supérieures à 10-20 MW pour des usages industriels captifs. Et alors sur cette axe, on ne financera que les CAPEX. Souvent, vous avez besoin d'une aide à l'OPEX et cette aide à l'OPEX sera allouée via un autre guichet auquel il faudra candidater, type un guichet européen comme Innovation Fund. Slide suivante. Je n'ai pas. Ah oui, merci. Donc, on vous a rappelé également le processus de pré-dépose, présélection, instruction, contractualisation côté investissement d'avenir. Donc, on a 4 phases. Donc, la première, une phase de pré-dépôt qui n'a pas vraiment de limite, qui est vraiment la phase durant laquelle on va avoir les échanges et la préparation des dossiers pré-dépôt, justement avant le dépôt. Donc là, c'est vraiment bilatéral avec l'ADEME. Donc, vous prenez contact avec nous via la boîte mail de l'appel à projet. On organise des premiers échanges. Une annexe de présentation sous forme PowerPoint vous sera demandé d'être envoyé et pour justement venir nous présenter votre projet. On vous fera un certain nombre de retours et permettant justement de maturer votre projet et que lors du pré-dépôt, on ait des projets les plus matures possibles. Suite à votre dépôt, on va rentrer dans une phase de présélection qui va durer 2 semaines à 1 mois, durant lequel on va faire une première analyse de votre projet et qui va être passé en comité de pilotage. Donc ce comité de pilotage est composé de différents ministères, donc le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche, Bercy, ainsi que les services du Premier ministre. Et si ce comité de pilotage qui chapeaute un petit peu on va dire l'opération investissement d'avenir à l'ADEME, donne son accord, on va rentrer en phase d'instruction et du coup phase durant laquelle on reviendra vers vous avec et on rentrera vraiment dans le fond du projet avec pas mal de questions souvent de fond, un expert externe qui viendra nous assister dans l'instruction de votre projet et on se verra durant une demi-journée, une journée sur une réunion dite d'instruction pour un peu creuser votre projet. Et normalement, à la fin de cette période présélection et instruction qui dure à peu près 3 mois, l'ADEME rendra un rapport au comité de pilotage
expliquant son point de vue sur le projet et les forces, faiblesses, les avantages, les opportunités et les menaces, ce qui permettra justement à ce comité de pilotage de décider si oui ou non on vous octroie une aide. Donc, encore une fois, l'ADEME est vraiment opérateur, n'a pas la décision, elle rend juste un avis et après c'est vraiment le comité de pilotage qui décide. Et donc suite à ça, on rentrera dans une phase de contractualisation qui durera à peu près 3 mois. Donc en termes de typologie de projet, on attend des projets aussi bien monopartenaires que collaboratifs. Quand vous êtes en collaboratif, c'est maximum 5 partenaires et en général, on vous demandera de mettre des personnes, les autres partenaires en sous-traitance pour essayer de respecter cette règle. Les budgets minimums pour l'axe 1, 2 et 3 sont de 2 millions d'euros pour chacun des projets et pour l'axe 4, ce sera 5 millions. En termes de dépenses éligibles, toutes les dépenses éligibles, toutes les dépenses, on va dire, tout type de dépenses, on va dire, est éligible à cette AAP. Donc on a aussi bien des salaires, des frais connexes, la contribution aux amortissements et des frais de mission et autres coûts. Les frais connexes, nous, alors on vous conseille pas de les mettre dans l'annexe base de données des coûts qui vont se redonner, puisqu'en fait on a déjà un forfait d'aide de frais connexes qui est défini arbitrairement et qui est égal à 20% en fait des coûts de salaire. Donc ne rajoutez pas vos frais connexes dans la base de données des coûts que vous enverrez. Mais bon, ça on pourra en rediscuter dans une deuxième phase. Au niveau des taux d'aide, donc on vous a remis les taux d'aide en dessous par nature d'entreprise. Également, on notera que sur cet appel à projet, il y a une petite bonification pour les projets qui viendraient avec une aide européenne, où effectivement vous recevez 5% de sub en plus sur l'aide totale. C'est vraiment les colonnes nature de l'aide avec ou sans aide. Vous voyez une petite différence sur la partie avance remboursable et subvention. Et donc vous avez les taux d'aide pour les deux types de régimes, le régime recherche, développement, innovation et le régime LDE. Et alors je précise rapidement, donc le régime RDI, c'est vraiment pour financer des projets d'innovation. Principalement, ce sont des projets où il y a de l'innovation. On prend les coûts en amortissement uniquement sur la durée du projet. Donc voilà. Et le régime LDE, donc ça c'est un régime un peu plus particulier qui vise à financer des projets qui ne sont pas forcément des projets d'innovation, mais qui seraient des projets qui vont au-delà en fait de la réglementation, des réglementations environnementales. Ils font vraiment pour le coup des co-bénéfices environnementaux forts. Et là pour le coup, on considère des dépenses d'amortissement sur l'intégralité du projet. Et en fait, on va définir une assiette éligible par rapport à une solution de référence. Alors que sur le régime RDI, l'assiette éligible sont vraiment les coûts que vous nous présentez, moins les coûts non retenus par l'ADEME. Et encore une fois, on pourra y revenir peut-être dans un second temps, n'hésitez pas à envoyer vos questions si besoin. On vous a mis également les intensités d'aide pour les acteurs autres que des entreprises, donc tels que les laboratoires et les collectivités locales et le secteur public de façon générale en dessous. Donc après, pour le versement de ces aides, donc en gros le schéma classique, c'est 15 à 20% lors de la contractualisation. Donc quand vous nous renvoyez les contrats signés, on vous verse 20% en avance de l'aide. On garde 20% pour le solde et il y a un certain nombre les 60% restants sont en versement intermédiaire sur les différentes étapes clés que vous pourrez avoir durant votre projet. Et encore une fois, on reviendra dessus plutôt dans une deuxième phase si vous voulez bien. Slide suivante. Donc, sur les critères de sélection de vos projets, donc on vous a remis les critères de sélection. Alors le but, c'est pas de les passer tous en revue, mais de vous donner, on va dire, les grandes lignes du prisme par lequel on va regarder vos projets. Donc on va naturellement regarder comment est monté votre projet, la pertinence du consortium par rapport à la solution que vous nous présentez et à son déploiement futur, les différents plans de financement
de votre projet, des autres aides que vous sollicitez, des autres fonds que vous sollicitez. Ah oui, j'insiste également sur la capacité financière des entreprises, parce que c'est un point qui est assez important. Donc nous, nos aides, on ne les verse que si la somme des aides cumulées est égale aux capitaux propres que vous disposez dans votre entreprise. C'est-à-dire que si maintenant je dois vous verser 100 en 4 fois, donc 25, 25, 25, 25, donc nous, on ne pourra vous verser l'aide que si vos capitaux propres sont de 25, 50, 75 et 100 durant les différentes phases du projet. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Je le rappelle, donc c'est toujours, on respecte la règle des 1 euro d'aide versé pour 1 euro d'aide versé cumulé pour 1 euro de capitaux propres en face. Donc voilà, c'est pour le petit point financement. Les aspects innovation, j'en ai parlé. Les co-conditionnalités, les co-bénéfices environnementaux, j'en ai parlé. Et les autres points également. Donc on peut passer à la slide suivante. En termes de modalités de remboursement, donc en général, donc dans les aides versées, donc il y a une partie avance remboursable et une partie subvention. Donc l'avance remboursable, elle est remboursée suivant 2 seuils. Un premier seuil de 50% d'avance remboursable qui est remboursé suivant des critères. Alors pour des projets visant la mise sur le marché d'une solution innovante, ce sera l'atteinte d'un premier seuil de succès commercial. Et ce seuil est défini en cours d'instruction. Ou ça peut être également pour des projets démonstrateurs visant la production d'hydrogène, l'atteinte d'un premier seuil de production. Mais également, donc ces 2 seuils sont à définir durant l'instruction. Donc ça, c'est vraiment, je ne vais pas vous donner d'exemple ici, donc vraiment cas par cas. Le taux de remboursement de l'aide, c'est un taux donc le taux de base Commission européenne, majoré de 100 points de base. Donc aujourd'hui, on est sur du 0,74% de taux. Le nombre d'échéances, ça peut être entre 2 et 4 échéances de remboursement. Et donc de la même manière, sur le second seuil, on a à peu près les mêmes modalités avec pour le coup un taux qui est un peu plus important, qui est le taux de donc, commission plus 400 points de base, ce qui nous fait un taux de 3,74 aujourd'hui, par exemple. Et pareil, les critères peuvent être l'atteinte d'un second seuil de succès ou l'atteinte d'un second seuil de production. Sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, petite précision, ce taux ne s'applique pas comme un taux type de prêt. Donc on ne va pas sur chaque base de versement qui est encore à verser appliquer ce taux. C'est un taux qui s'applique sur l'assiette globale de l'avance remboursable. Voilà, c'est différent, c'est vraiment très différent d'un prêt. Et j'en ai fini de mon côté. Je laisse la main à Luc Bodino pour le second TAP. Et avant, il y a les questions. Excusez-moi. Voilà. Peut-être qu'on peut faire une petite session de questions, David. Absolument. Je peux peut-être commencer parce que j'en ai relevé 2, 3, notamment sur les types de technologies de production. Donc, les appels à projets sont-ils ouverts à toutes les filières de production d'hydrogène, gazéification notamment, et sont-ils cumulables avec d'autres aides type région? Oui, alors c'est ouvert à tout. Les aides sont cumulables dans la mesure où vous ne dépassez pas le plafond des aides d'État qui est défini par la Commission européenne. Et ça dépend de votre catégorie d'entreprise. Et justement sur les aides, donc est-ce que le crédit impôt recherche est cumulable avec des subventions, des appels à projets sur les briques techno? Alors oui, complètement cumulable. Alors c'est pas considéré comme une aide d'État parce qu'il est disponible pour tout le monde et il n'y a pas de distorsion sur ce dispositif, mais oui, il est complètement cumulable. Et il faudra juste, l'assiette éligible soustraira juste les aides que vous avez eues pour, la part que vous avez présentée au crédit impôt recherche. Et sur quels sont les dispositifs, une question un peu plus générique, quels sont les dispositifs utilisables pour les projets inférieurs à 2 millions d'euros? Alors pour les projets antérieurs à 2 millions d'euros, vous avez le concours innovation si vous êtes PME qui s'ouvre, qui a on va dire une thématique énergie sur laquelle vous pouvez aller. Sinon, pour les grandes entreprises, nous en direct, on n'aura pas, côté payeur, on n'aura pas d'autres dispositifs. Là, on vous conseille vraiment de vous joindre à d'autres. Encore une fois, le but de ce genre de c'est vraiment de financer des projets qui sont un peu structurants et un peu importants avec un vrai effet sur la filière.
Donc c'est pour ça qu'il y a des seuils un peu minimum. Mm. Et également aussi pour pas donner des aides qui soient toutes petites et qui reviendraient plus cher en coût de gestion, aussi bien pour vous que pour nous, par rapport à l'aide qui est octroyée, quoi. Et une autre question sur les aides, toujours. Si une aide européenne est obtenue après l'aide de l'ADEME, est-ce que le montant proposé par l'ADEME sera revu? Alors, a priori, oui. D'accord. Enfin, on vous conseille de venir quand même avec une aide avant. Vous mentionnez quand même l'aide que vous, enfin, pardon, l'aide européenne que vous visez dans votre dossier. Parce que aujourd'hui, en fait, tel que est construit en fait l'AAP en termes de définition de la ligne d'aide, c'est vraiment les décisions sont prises lors du comité de pilotage de voilà quelle part de subvention il y aura et quelle part d'avance remboursable il y aura. Par contre, au vu de ce nouveau système-là, je pense qu'il y a des choses qui vont être un peu revues parce que justement avec ces histoires d'aide européenne. Donc, mais encore une fois, aujourd'hui, ça reste un peu incertain. Donc, je vous conseille fortement de venir avant avec voilà quelles aides européennes vous visez, comment ça se passe et comment vous planifiez d'avoir cette aide européenne. Peut-être une petite dernière question avant de passer la main à David, si tu en as repéré d'autres, mais sur les financements toujours. Dans le cadre de cet appel à projet BRIC et démonstrateur, si une collectivité peut-elle acquérir un équipement, véhicule ou électrolyseur avec 50% de subvention sur les coûts complets retenus au titre de la LDE? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, ça a coupé. Pardon. Dans le cadre de cet appel à projet BRIC et démonstrateur, une collectivité peut-elle acquérir un équipement, que ce soit un véhicule ou un électrolyseur, avec 50% de subvention sur les coûts complets retenus au titre de la LDE? Alors, c'est un peu particulier. Nous, alors il y a deux choses. D'une part, nous on cherche des projets qui sont quand même portés principalement par les entreprises et pas par les collectivités. C'est vraiment un truc qui a pour but de financer l'innovation envers les entreprises. Donc la collectivité seule peut pas venir toute seule pour faire financer son électrolyseur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, alors fondamentalement oui. Après, nous, on va voir dans quelle mesure c'est cohérent, dans quelle mesure elle va vouloir répliquer, dans quelle mesure elle a un modèle économique et elle adresse un marché derrière, enfin, et qu'elle cherche à faire de la valeur suite à ce projet. On n'est pas sur un AP de déploiement, on est vraiment sur un AP qui vise à créer de l'innovation et à accéder à d'autres marchés en national ou à l'export, quoi. Donc, il va falloir qu'elle nous explique un peu tout ça, quoi. Okay. David, est-ce que tu... Oui, il y avait une question notamment qui touchait les mécanismes de soutien à l'hydrogène décarboné annoncé pour 2022, donc c'est ceux de l'ordonnance hydrogène. Seront-ils compatibles et cumulables avec ces deux appels à projets? C'est une question qui reste en suspens pour l'instant, puisque les mécanismes sont en cours de définition et de concertation même, donc on n'a pas les périmètres et les modalités, donc difficile de répondre aujourd'hui sur la compatibilité ou le recouvrement. Dernière question avant de passer au deuxième appel à projet concernant l'axe 3 sur les véhicules, toujours sur cette liste. Est-ce que les véhicules aéronautiques sont inclus ou pas? Et est-ce que les engins agricoles rentrent-ils dans ce cadre? Alors, les engins agricoles, je dirais... Ah, vas-y, tu réponds. Oui, ça rentre. Enfin, les véhicules agricoles, oui, les engins agricoles. Concernant l'aéronautique, ce qui est visé, c'est pas tant les équipements d'avion les équipements piles embarqués sur les avions, mais plutôt les périphériques au sol, les engins qui gravitent, ou qui circulent sur le tarmac, tous les utilitaires en fait sur une zone aéroportuaire et qui peuvent faire l'objet d'une conversion, d'une propulsion, d'une traction thermique vers de l'électrique hydrogène. Ça, c'est éligible. Okay. Et avant, Vas-y. Christelle, il y a une question qui est à cheval sur ces deux appels à projets, mais qui est aussi intéressante, je trouve. Pour un projet qui est intégré à l'appel à projet écosystème H2, avec des usages diversifiés, mais qui demande
à l'intérieur de ce projet, de développer certaines briques techno, notamment liées à la compression. Est-ce qu'il faut postuler aux 2 appels à projets? Bah, en première approche, oui, c'est oui, parce que les objets sont un peu différents. J'en profite aussi pour oui, le dépôt peut être aussi un peu déphasé, c'est-à-dire que sur cet appel à projet briques technologiques, il y a une instruction au fil de l'eau, tandis que sur l'appel à projet écosystème, il y a des clôtures, donc il peut y avoir une combinaison, un dépôt un peu séquencé. Il faut savoir aussi que sur l'appel à projet écosystème, on demande 50% d'usage garanti liés aux infrastructures, mais il y a 50% d'usages autres qui peuvent être desservis par l'écosystème, et donc l'innovation peut rentrer là-dedans, par exemple. Un autre point, c'est que sur l'appel à projet qui a été présenté ici, sur l'axe 3, sur l'expérimentation, enfin la conception, le développement de nouveaux types de véhicules, on couvre bien l'ensemble des coûts. On a une lecture un peu large. C'est les coûts de développement, bien sûr, du véhicule, mais les coûts de fabrication du prototype, mais aussi des coûts liés à l'exploitation du prototype, et notamment s'il faut développer une électrolyse et une station de manière temporaire pour expérimenter si c'est un bateau, si c'est un nouveau train, si c'est autre, ça fait partie des coûts éligibles dans cet axe 3. L'infrastructure qui permet d'alimenter l'hydrogène pour que l'expérimentation se fasse. Okay. Je te propose de poursuivre avec l'écosystème territorial. Ok, donc vous avez le lien qui est rappelé sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME, et puis là aussi l'email qui vous permet de prolonger pour avoir si vous avez des questions sur cet appel à projet, il y a un email indiqué. Alors sur cet appel à projet, donc on est sur un appel à projet de déploiement qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est comme son nom l'indique, c'est de développer des écosystèmes dans les territoires. On entend par écosystème le fait de faire émerger en même temps une partie infrastructure de production de distribution d'hydrogène, et en même temps d'adresser des usages qui sont les plus identifiés comme les plus matures, les plus proches du marché. Il y a une vraie volonté d'avoir des écosystèmes structurants, c'est-à-dire d'une taille, d'une masse critique. L'idée aussi de la stratégie hydrogène, c'est de faire émerger des choses d'un volume minimum, de manière à gagner aussi en effet d'échelle et à déployer. L'idée, c'est de décarboner l'industrie, d'améliorer la qualité de l'air, notamment dans les transports, et de valoriser les ressources renouvelables. La nouveauté de cet appel à projet, c'est aussi de permettre la mutualisation des usages. Sur les appels à projet précédents, on fonctionnait un petit peu par silo. Il y avait un appel à projet pour l'industrie, un appel à projet pour la mobilité. Là, désormais, on part vraiment du territoire, et l'appel est ouvert laisse libre en fait aux écosystèmes de se développer sur la base des usages qui sont identifiés sur le territoire. Le deuxième grand objectif, c'est de manière indirecte, c'est de soutenir un changement d'échelle sur la filière industrielle. C'est créer des volumes. Là, on vient soutenir la demande d'équipement, la demande de matériel, et c'est de permettre d'amorcer
d'amorcer en fait donc une industrialisation, créer des volumes qui permettent aux industriels d'investir dans des lignes de fabrication et à terme de baisser les coûts bien sûr, parce que l'idée c'est pas de subventionner ad vitam aeternam une filière technologique, mais c'est bien de donner une impulsion, de l'accompagner au démarrage pour permettre ensuite qu'elle soit autonome. Donc c'est vraiment baisser les coûts par l'effet d'échelle et l'effet de volume. Alors en termes de projets éligibles sur cet appel à projet, on attend clairement des projets d'investissement. Donc il s'agit de acheter des équipements, réaliser des installations en vue d'une exploitation commerciale. Donc on n'est pas, il ne s'agit pas de l'appel à projet ne vise pas l'innovation ou la démonstration. Donc il y a vraiment une visée commerciale. L'écosystème, comme je vous le disais, donc c'est à la fois une partie infrastructure, production d'hydrogène, sa distribution, c'est-à-dire son conditionnement, sa compression, ses stockages, également la distribution jusqu'en station-service, par exemple, si on est dans le domaine du transport, de la mobilité, et puis différents usages. On admet deux cas. Hein. Soit on est sur la création d'un nouvel écosystème, donc on vient aider à la fois, faire sortir de terre à la fois la partie infrastructure et à la fois les usages, ou bien on peut être aussi sur une consolidation d'un écosystème existant. Dans ce cas, il y a un seuil minimum pour candidater à l'appel à projet. L'extension de l'écosystème, que ce soit sur la partie infrastructure ou que ce soit sur la partie usage, doit représenter au moins 30 tonnes d'hydrogène par an, ce qui représente de l'ordre de, en termes d'équivalent de consommation, de l'ordre de 7-8 bus ou bien une centaine de véhicules utilitaires légers, voilà, la consommation de ce type de véhicules. En termes de production de distribution, qu'est-ce qui est éligible? L'appel à projet est restreint dans cette première version, à l'électrolyse, puisque c'est un des axes forts de la stratégie nationale et une technologie désormais mature à déployer. Il y a un seuil minimum de 1 mégawatt électrique pour la partie infrastructure de production et une taille maximum également 20 mégawatts électriques. Donc la production doit être comprise entre ces deux bornes, excepté pour les projets en ZNI en Outre-mer, pour lesquels des installations plus petites peuvent être envisagées. Les pouvoirs publics ont souhaité indiquer en termes de commercialisation d'hydrogène un prix cible qui n'est pas prescriptif, donc un prix cible de 9 €, qui permettra d'évaluer aussi, de juger les projets, même s'ils ne sont pas jugés que sur ce prix cible commercialisé, mais disons que les pouvoirs publics souhaitent aussi faire évoluer la filière vers un prix de l'hydrogène qui soit compétitif pour les usages et notamment les usages en mobilité, et donc ainsi permettre un prix acceptable. Un critère important à respecter, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que 50% des usages doivent être identifiés et justifiés. Donc on admet qu'une infrastructure de production et de distribution puisse être dimensionnée pour des usages un peu prospectifs, mais disons que 50% au moins doivent être bien clairement identifiés et ils doivent être atteints au maximum 2 ans après la mise en service de la production, donc ce qui laisse du temps, mais pas tant que ça. Donc voilà, ils doivent être justifiés. Enfin, sur l'électricité qui alimente les électrolyseurs, on distingue deux cas. L'électrolyseur pourra être connecté au réseau et être alimenté en électricité du réseau. L'électrolyseur pourra aussi être alimenté en électricité renouvelable, soit en étant connecté directement à une source primaire d'électricité renouvelable, ou bien en étant connecté au réseau, tout en justifiant d'un contrat d'achat long terme avec un producteur d'électricité renouvelable, un PPA. Et dans ce cas-là, le taux d'aide sera bonifié de 10% sur l'aide au CAPEX. Sur la partie usage,
tout d'abord, sur les usages industriels, il faut bien voir que les usages industriels ne sont pas aidés en tant que tels, c'est-à-dire qu'on va pas aider les industriels sur leur process qui utiliseraient l'hydrogène. On les aide de manière indirecte, puisqu'en aidant la production, la distribution d'hydrogène, que ce soit sur leur site ou sur le territoire avec une logistique d'acheminement, voilà, on les aide de manière indirecte à décarboner leurs usages. C'est différent des usages en mobilité, puisque là, on intervient en apportant des aides, des subventions sur l'acquisition de véhicules. On reste bien dans le champ de la mobilité professionnelle et dans le champ de la mobilité professionnelle, là où le recours à la solution hydrogène se justifie, c'est-à-dire pour des usages plutôt intensifs et des usages en véhicules lourds. Alors, le cahier des charges précise la liste des véhicules qui sont éligibles à cet appel à projet. Il s'agit tout d'abord des véhicules utilitaires, des bus 12 mètres et des bennes à ordures ménagères. Il s'agit également dans une autre catégorie des véhicules un peu plus lourds, des bus 18 mètres, des autocars et des camions, sachant que sur ces segments, on admet les véhicules de type rétrofit et les véhicules neufs ne sont attendus que pour la dernière clôture de l'appel à projet qui est septembre 2021, de manière à suivre l'évolution aussi de l'offre commerciale sur ces segments. Les bateaux seront éligibles, les petits bateaux de type côtier ou fluviaux, l'aide qui sera attribuée à ces types d'engins sera limitée à 1 million d'euros. Un point important sur les usages en mobilité, c'est que il est attendu dans les dossiers, et vous pourrez le voir sur le volet technique, il faut porter une attention à la description des besoins. C'est vraiment ce qui permet de dimensionner les installations et de justifier aussi le choix de l'hydrogène. Il faut décrire la flotte, décrire le profil de déplacement, les contraintes d'exploitation, c'est important. Et puis l'engagement des acquéreurs de véhicules, c'est un point clé. Il faut pas simplement une intention d'achat, mais un courrier qui précise un peu le planning, à quelle échéance sera acheté le véhicule, l'ordre de prix et puis le prix de l'hydrogène qui sera utilisé. Enfin voilà, c'est en connaissance des conditions économiques d'acquisition et d'exploitation de ces véhicules. Enfin, les usages stationnaires, c'est une nouveauté voilà sur cet appel à projet. On aidera l'acquisition de systèmes stationnaires pour des applications qui sont proches du marché, de leur déploiement, des groupes électrogènes pour l'alimentation de bateaux à quai, qui permet d'éviter de faire fonctionner les groupes diesel, et puis l'acquisition de piles stationnaires aussi pour la fourniture d'électricité de manière ponctuelle pour de l'événementiel ou des chantiers du BTP. Dans le domaine des EDNI, donc des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain ou l'outre-mer, là on attend aussi des projets en stationnaire avec deux logiques, soit un système hydrogène avec une pile qui offre du service au réseau électrique local, donc voilà, pour faire de la modulation, enfin, ou du renfort réseau, et aussi l'alimentation de sites isolés. Donc là, on est dans le off-grid, en association évidemment avec une production d'électricité renouvelable qui sera en général du photovoltaïque. En termes de critères de sélection sur cet appel à projet, le cahier des charges précise cela. On regardera 5 critères. Le premier, c'est le critère environnemental, et on entend par là la cohérence du projet avec la stratégie, enfin avec une stratégie globale de transition écologique du territoire en fait. Le projet, il s'inscrit dans un contexte, il s'inscrit dans
dans un lot d'actions, de perspectives de transition énergétique. Voilà, il faut l'expliciter. Deuxième critère, c'est le critère d'usage. Je vous le disais, j'ai insisté là-dessus. Il faut partir des besoins. Un projet qui consiste simplement à dire on souhaite investir dans des véhicules et dans de la production d'hydrogène sans repartir des besoins, sera mal noté sur ce critère. Il faut vraiment préciser les besoins. C'est la base de tout investissement énergétique. Et puis l'engagement des consommateurs est un point important. J'ai précisé les consommateurs de mobilité, mais les consommateurs industriels le sont aussi. Même si on vient pas aider un industriel sur son process, le fait que qu'il accepte qu'il consommera l'hydrogène, qu'il y a un accord commercial en vue à tel prix sur telle durée, voilà, ça permet de conforter, de consolider l'investissement évidemment. Un critère relatif au consortium, on regardera la qualité du partenariat et notamment l'implication de collectivités qui, au sens large, un syndicat d'énergie, par exemple, est considéré comme une collectivité. Ça permet d'asseoir les projets. Un critère important aussi sur cet appel à projet en lien avec la stratégie nationale, c'est le critère d'impact filière. Il est attendu que les projets portent un contenu local concernant les fournisseurs d'équipements et la participation des industriels. Il n'est pas nécessaire forcément que tous les équipements soient de nationalité française. C'est pas possible et c'est pas forcément souhaitable. Néanmoins, il faut un minimum de retombées sur la filière. Il faut sur la filière industrielle et donc il faut préciser, mettre en avant ces retombées dans les projets. Enfin, un critère d'efficacité de l'aide publique. Comme je vous le disais, le prix de l'hydrogène qui sera distribué sera regardé, même si le principe de 9 € du kilo n'est pas un prix couperet, mais disons que c'est ce qui est recherché en termes d'effets structurants. On regardera aussi l'intensité de l'aide en euros par kilo d'hydrogène distribué, sachant que là aussi c'est pas couperet non plus, puisque il y a bien une diversité des projets qui est attendue, des projets entre des projets qui visent des consommateurs industriels, de la mobilité ou des usages stationnaires entre l'outre-mer ou d'autres territoires. Voilà, il n'y a pas forcément uniformité des coûts de revient de production et d'usage de l'hydrogène. Donc on n'a pas une lecture stricte et normée sur les euros par kilo d'hydrogène, mais disons que c'est un indicateur que l'on regarde bien évidemment. En termes de modalités, on sera sur de l'aide en subvention qui s'applique sur les dépenses d'investissement avec un principe de taux d'aide sur un surcoût, c'est-à-dire qu'il faut sur la base des dépenses, on défalque le coût de l'investissement similaire de référence. Pour vous simplifier les choses, dans le cahier des charges, c'est le paragraphe 6, on a prédéfini ces investissements similaires de référence, on les a précalculés. Voilà, en général, ça fait référence à l'équivalent diesel, soit en production, en distribution ou en usage, ou bien aussi à la production d'hydrogène par vaporeformage également pour le domaine industriel. Donc on se base bien sur ce surcoût et on a indiqué des taux d'aide maximum qui seront modulés selon la taille de la structure, grande, petite ou moyenne. Les taux d'aide varient sur la partie infrastructure de production-distribution entre 25 et 45%, et avec un bonus de 10% si l'électricité est renouvelable. Et puis sur la partie usage, stationnaire et véhicules, on sera entre 35 et 55% du surcoût. À noter que là aussi, pour faciliter un peu les choses, on a défini des forfaits d'aide pour certains types de véhicules, les véhicules utilitaires, les bus 12 mètres et les bennes à ordures. Et qu'enfin, sur l'outre-mer et les ZNI,
vous noterez qu'on pourra aider une partie de la production d'électricité en amont, à laquelle l'électrolyseur sera connecté. Voilà, il est prévu de pouvoir intervenir aussi sur cette partie. Les aides sont cumulables, comme l'a dit aussi tout à l'heure Clément sur l'autre appel à projet. C'est cumulable avec des aides régionales ou européennes. Néanmoins, il faut respecter l'encadrement communautaire des aides. Enfin, en termes de dépôt, avant de laisser la place aux questions, donc 3 clôtures, le 17 décembre prochain, le 16 mars et le 14 septembre. Et donc tout se passe de manière électronique, des pièces à fournir qui sont les 3 volets joints en annexe au cahier des charges. Et puis en format libre, les lettres d'engagement des industriels consommateurs ou acquéreurs de véhicules. Et puis les comptes d'exploitation prévisionnels ou les business plans des usages stationnaires pour lesquels on n'impose pas de format. Chose importante en amont du dépôt, on demande à ce que les porteurs de projet prennent contact avec la direction régionale de l'ADEME de manière à se signaler et à présenter le projet dans les grandes lignes. Et voilà, pour toute question, je vous ai rappelé l'adresse mail à laquelle nous contacter. Enfin, pour résumer, mais j'étends pas, mais un tableau qui vous rappelle les grands déterminants de ces 2 appels à projets qui vous ont été présentés. Donc à retenir, c'est vraiment le premier, c'est de soutien à l'innovation qui s'adresse principalement aux entreprises de l'offre pour déployer pour innover, déployer des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions. Il est au fil de l'eau. Vous déposez quand votre projet est prêt, et il y a une partie avance remboursable et une partie subvention. L'appel à projet écosystèmes territoriaux, on est vraiment sur le déploiement. Ça s'adresse aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics. Il y a des clôtures à date fixe et c'est de la subvention. Et sachez que ces appels à projets, ils sont ouverts, on a une logique de jusqu'à 2023, donc ça donne du temps et de la visibilité, des moyens également, donc on est quand même dans une situation assez favorable pour l'hydrogène et le déploiement. Je m'arrête là et place aux questions. Merci beaucoup, Luc. Christelle, je te propose de démarrer avec des premières questions. Je te laisserai compléter. Des questions sur la gamme de puissance des électrolyseurs. Un projet qui inclut plusieurs électrolyseurs, limite base de 1 MW électrique, c'est-elle à chaque électrolyseur ou est-ce que c'est la somme des électrolyseurs du projet? Alors, la taille minimum du 1 MW, c'est pour être structurant. Donc, on n'est pas fermé forcément à un écosystème qui présenterait 2 électrolyseurs de 500 kW. Néanmoins, il faut faire la démonstration technique, mais surtout économique, que c'est plus avantageux de faire ça plutôt que de mettre un électrolyseur d'1 MW. Donc, c'est pas totalement fermé, mais ce sera challengé sur la solution 1 MW, ou cumulé, quoi. Ok, c'est clair. Sur la liste des véhicules éligibles, est-ce que les engins de manutention sont éligibles? Est-ce que les semi-remorques frigo hydrogène sont éligibles? Et une autre question un peu en lien, pour les véhicules rétrofités, est-ce qu'ils sont bien également éligibles à cet appel à projet? Alors le rétrofit est bien éligible, ça c'est clair, c'est le sens vraiment de l'appel à projet. Sur les semi-remorques, c'est bien inéligible, ça rentre dans la catégorie poids lourd. Et enfin, les engins de manutention ne sont pas éligibles. Ok, c'est clair. Des questions aussi sur le sourcing d'électricité. Dans le cadre d'un PPA long terme avec garantie d'origine, est-ce qu'on doit bien fournir une seule technologie de production, par exemple 100% éolien, et ce dans une même région de l'unité de production hydrogène? Est-ce que c'est une bonne lecture? C'est-à-dire même région et un seul parc, une seule technologie de production? Non, ça peut être un bouquet. Ça peut être un bouquet, justement. C'est pas spécifiquement à un parc, ça peut être on peut passer par un agrégateur. Et sur la localisation, le fait que ce soit une même région ou pas?
Les garanties d'origine doivent être sur la même région. Ouais. Oui. Concernant, toujours avec ce sourcing sur la bonification de 10%, électricité d'origine renouvelable, soit en direct ou via un PPA, est-ce qu'elle doit couvrir 100% des besoins de l'électrolyseur pour prétendre à la bonification? Oui. Réponse claire. Christelle, tu as vu d'autres questions? J'ai vu des questions sur le contenu local, enfin, qui se rapprochent plus des sujets contenu local. Donc, qu'est-ce qu'on entend par équipement de nationalité française? Est-ce que s'il est fourni par une entreprise immatriculée au RCS, est-ce que c'est le bon critère pour évaluer la nationalité? Là-dessus, ce qu'on demande, c'est que il faut expliciter, il n'y a pas de critères arrêtés. Il faut expliciter dans les projets quelles sont les retombées sur le territoire national. C'est ça qu'il faut expliciter. Donc les possibilités, les configurations sont multiples en fait. Donc il faut simplement l'expliciter. On fait écho à la stratégie nationale et au discours de Bruno Le Maire et de Barbara Pompili le 8 septembre. C'est une stratégie qui a aussi des enjeux en termes d'activité économique. Il faut des retombées en France. Donc là-dessus, c'est vous qui avez le crayon et c'est à vous d'écrire quelles sont dans votre projet les retombées sur le territoire régional, local, mais aussi national. Ok, mais on voit qu'effectivement, c'est pas forcément évident. Dans la même veine, il y a une question sur une filiale française d'un groupe européen qui possède des usines dans 3 pays de l'UE, France, Allemagne, Italie. Est-ce qu'elle peut déposer des projets, des matériels dans ces 3 pays ou faut-il que les produits, est-ce que la demande de soutien peut se porter sur les matériels fabriqués dans les 3 pays ou bien est-ce qu'il faut que ces produits soient fabriqués en France pour bénéficier d'un soutien? Mais c'est un peu la même chose, j'imagine, comme de réponse. Oui, on n'a pas une lecture, comment dire. Enfin, on ferme pas les frontières, hein, c'est pas et les entreprises, voilà, c'est des marchés un peu globaux et européens, au minimum européens. Donc non, mais il n'y a pas. On demande simplement d'expliciter les retombées. C'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, si évidemment qu'il y a une partie des équipements qui sont fabriqués ailleurs, etc. C'est une chaîne de valeur qui est complexe et on le reconnaît tous sur l'hydrogène. Bon, maintenant il faut de manière positive expliciter les retombées pour les acteurs et la filière locale et française. C'est clair. J'ai peut-être aussi 2 autres questions un peu spécifiques, un peu pragmatiques. Quelle est la taille minimum de production annuelle d'hydrogène nécessaire pour arriver à la taille critique d'un écosystème? En fait, la taille de l'écosystème, c'est 1 mégawatt. Voilà. Donc on est sur l'électrolyse, 1 mégawatt électrique. Donc sachant que les usages, vous l'aurez compris, faut au minimum 50% des usages qui soient identifiés. Donc ça veut dire si l'électrolyseur a une production entre 200 et 400 kg d'hydrogène par jour, il faut que la moitié de ça, donc entre 100 et 200 kg d'hydrogène par jour, soit confirmé par des usages. Et peut-être pour ma part, une dernière aussi un peu spécifique, le prix de 9 € de kilo d'hydrogène est-il un prix calculé avant ou après l'aide? Après l'aide, ouais. Sachant que voilà, il est plutôt, il peut y avoir des prix inférieurs, hein, notamment dans le domaine industriel. On se doute qu'il y a des possibilités de produire beaucoup moins, enfin en dessous de cette valeur. Merci Luc. David, est-ce que tu... Oui, juste une dernière question qui est plus large que cet appel à projet spécifique. Cet appel à projet cible l'électrolyse. Est-ce que d'autres technologies de méthanation, de pyrogasification pourraient être intégrées à d'autres de futurs appels à projet? Alors, si on sur l'appel à projet précédent, sur l'innovation, c'est bien ouvert, hein. C'est ouvert à pas mal de sujets. L'idée, c'est d'ouvrir
d'ouvrir l'innovation. Donc la méthanation, la pyrogazéification, c'est ouvert au premier appel à projet. Le deuxième appel à projet qui est du déploiement. Là, on s'inscrit sur des technologies matures et qui ont aussi fait leurs preuves et qui peuvent être déployées. Donc pour l'instant, c'est que de l'électrolyse. Mais il n'est pas impossible que le cahier des charges puisse évoluer, peut-être sur la dernière clôture ou sur l'appel à projet qui sera reconduit l'année prochaine. Peut-être que ce sera ouvert à de la pyrogazéification de biomasse, oui. Ça va dépendre aussi un peu de l'avancée et puis de la confirmation du potentiel de cette techno. Ok, c'est clair. Merci pour cette dernière réponse. Merci encore Clément, merci Luc pour ces présentations, ces échanges. Merci Christelle. Je propose qu'on s'en arrête là. Prochain rendez-vous le 27 octobre sur le même format. Vous recevrez a priori dans la journée l'ensemble des supports de présentation et le lien vers cette vidéo si vous souhaitez revisionner ces échanges. Voilà, et je vous remercie et vous donne rendez-vous le 27 octobre. Merci à tous, à bientôt. Merci David, merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.